Cours C4-039 Élimination des déchets issus de la nutrition. Des expériences prouvent que tout animal rejette du gaz dans le milieu extérieur, notamment par des systèmes respiratoires. De plus, l'homme, autant que les oiseaux, élimine de l'urée. On se propose de résoudre le problème suivant. Comment sont éliminés les déchets de la nutrition? Consigne. Les animaux rejettent du gaz à l'extérieur. Sans regarder les documents, nous allons essayer de proposer une hypothèse sur la nature de ce gaz rejeté. Puis, à l'aide des documents utiles, il va falloir comparer les résultats expérimentaux pour indiquer si l'hypothèse est validée ou non. Ensuite, nous allons présenter la façon dont s'effectue l'élimination du dioxyde de carbone par les systèmes respiratoires présentés, avant d'expliquer la façon dont s'effectue l'élimination de l'urée chez l'être humain et chez les oiseaux. La compétence travaillée sera de pratiquer des démarches scientifiques, formuler un problème, proposer une hypothèse pour le résoudre, avant de concevoir une expérience pour la tester. Donc il s'agira notamment ici, surtout de proposer une hypothèse. Alors, commençons par étudier les documents. Un certain nombre de documents sont cités. Alors bien sûr, les élèves doivent citer ces documents, mais moi je me contente de dire, bon, dans un certain document, etc. Alors, un premier document nous présente une expérience. Il y a 2 flacons avec un bouchon. Dans ces flacons, il y a de l'eau. Et dans l'un, notamment, on a mis de l'eau de chaux. Alors, la propriété de l'eau de chaux, c'est qu'elle se trouble en présence de dioxyde de carbone. La formule chimique est CO2. Un carbone et 2 atomes de dioxygène donnant la formule CO2. Donc, nous pouvons dire dioxyde de carbone ou CO2. Donc, on a dit l'eau de chaux se trouble lorsqu'il y a du dioxyde de carbone. Donc, je répète qu'on a 2 flacons. Dans ces 2 flacons, on a mis de l'eau et notamment on a mis de l'eau de chaux. Quel est le rôle de l'eau de chaux? Eh bien, ce sera de mettre en évidence la présence de dioxyde de carbone. Alors, dans le premier flacon, on met juste de l'eau de chaux, on ne met aucun animal à l'intérieur. Alors, évidemment, s'il n'y a rien à l'intérieur, il y a de grandes chances que l'eau de chaux ne se trouble pas. Parce que l'eau de chaux, au départ, en fait, est claire, c'est un liquide clair, transparent. Et si on met de l'eau de chaux simplement dans un verre, dans un flacon, qu'il soit fermé ou non, ça ne changera rien à sa couleur. Donc l'eau de chaux ne va pas se troubler comme ça par hasard. Pour qu'elle se trouble, il faut qu'il y ait un apport de CO2 dans cette eau de chaux. Alors, dans un deuxième flacon, donc on a mis de l'eau de chaux et on a mis une espèce de petite plateforme sur laquelle reposent dans l'air 2 criquets. Et on a fermé. On a fermé la boîte. Donc on a mis un couvercle. C'est pas une boîte, c'est un flacon. On a mis un couvercle sur le flacon. Et puis on attend un certain temps, et on s'aperçoit que l'eau de chaux devient trouble. Alors, comme on a dit que l'eau de chaux, c'est le réactif du dioxyde de carbone, eh bien, il est évident que dans cette eau de chaux qui s'est troublée, il y a du dioxyde de carbone. Alors, si on compare avec le témoin dans lequel il y avait de l'eau de chaux mais sans animaux,
eh bien, on s'aperçoit que puisqu'il y a les animaux, eh bien, c'est bien que le CO2 provient des deux animaux. Donc ça veut dire que les deux animaux ont rejeté du CO2 d'abord dans l'atmosphère, et ce CO2 est allé ensuite, par diffusion en fait, dans l'eau de chaux pour troubler cette eau de chaux. Donc là, voilà une expérience très simple pour mettre en évidence le rejet de dioxyde de carbone par deux insectes, les criquets. Ensuite, on essaie de comprendre comment chez le criquet est éliminé ce dioxyde de carbone. Alors un schéma est présenté dans un autre document et on nous montre l'organe et des espèces de petits tuyaux que l'on va appeler de petites trachéoles qui se rejoignent pour former des vaisseaux plus gros et arriver finalement à ce que l'on appelle, enfin, se jeter, enfin ces petites trachéoles se jettent en fait, donc c'est un peu comme une arborisation en fait. Donc il y a par exemple des petites branches avec des branches un petit peu plus grosses qui elles-mêmes sont connectées à des branches de plus en plus grosses jusqu'à se connecter à un tronc. Bien là c'est un petit peu le même principe, on a l'organe et de cet organe vont partir plein de petits vaisseaux que l'on va appeler des petites trachéoles qui se rejoignent dans des espèces de petites trachées un petit peu plus grosses, et ces trachées plus grosses se rejoignent encore dans une trachée encore plus grosse, pour finalement aboutir à un stigmate. Donc un stigmate, c'est une espèce de petit trou qu'il y a au niveau de l'abdomen des insectes, et en l'occurrence ici des criquets. Donc ce CO2 est rejeté par l'organe qui est en activité dans des trachéoles, et finalement ce CO2 se retrouve rejeté à l'extérieur. Donc le dioxyde de carbone produit par l'activité des cellules des criquets, donc cellules des organes des criquets, est éliminé grâce à ces trachées qui se terminent en fait par de petits trous que l'on appelle les stigmates. Donc si on observait un criquet, si on regarde son abdomen, eh bien, on s'apercevrait qu'il y a plusieurs petits trous, et de chaque petit trou va sortir ce CO2. Donc là, on comprend mieux pourquoi tout à l'heure dans l'expérience, l'eau de chaux s'était troublée là où il y avait des criquets, simplement parce que le CO2 qui était sorti par les stigmates, oui, s'est retrouvé dans l'air, puis a diffusé dans l'eau et a troublé l'eau de chaux. Et l'eau de chaux est un révélateur du CO2, donc on a bien démontré que les criquets rejettent du CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, chez l'homme, alors quand on dit homme, c'est homme avec un grand H, ça veut dire aussi bien l'homme que la femme, que les enfants. Il y a un système d'élimination du CO2 également. Alors, c'est pas comme chez les criquets, c'est ce que l'on appelle les poumons. Donc on a un système pulmonaire, alors qui contient aussi une trachée, des poumons, et dans les poumons, il y a des espèces de petites alvéoles, que l'on appelle des alvéoles pulmonaires, qui sont entourées de petits vaisseaux sanguins, que l'on appelle des capillaires sanguins. Alors, c'est donc sur le schéma, on voit, alors c'est pas les capillaires, les alvéoles ne sont pas représentés, mais on les imagine un peu comme une grappe de raisin, dont les raisins seraient vides et remplacés par de l'air. Dans cet air, il y a de l'oxygène, en fait. Alors, il faut imaginer qu'autour des alvéoles, donc il y a des petits capillaires sanguins, et que ces capillaires vont pouvoir faire des échanges avec les alvéoles. Échange de quoi? Eh bien, échange de dioxyde de carbone qui sera rejeté du sang vers les capillaires, puis vers les alvéoles, je veux dire, puis des alvéoles vers l'extérieur
lorsque l'on expire. Donc, on aurait donc un petit capillaire sanguin avec du CO2 à l'intérieur. Ce CO2 va traverser la paroi du capillaire sanguin, puis traverser la paroi de l'alvéole pulmonaire, se retrouver dans l'alvéole pulmonaire, puis à l'expiration, ce CO2 passe dans les bronchioles, dans les bronches, et finalement est rejeté à l'extérieur. Voilà. Alors, donc sur le schéma, on nous montre également une entrée et une sortie de l'air au niveau de la trachée. Trachée donc, qui est en communication avec les bronches, donc deux bronches en fait, puisqu'il y a deux poumons. Donc deux poumons, mais dans chaque poumon, il y a plusieurs lobes. Donc deux lobes à gauche et trois lobes à droite. Alors le cœur se situe quelque part ici, à peu près au milieu, entre les deux poumons. Donc on a dit, on a une entrée d'air et une sortie d'air au niveau de la trachée. Alors on nous donne des valeurs. À l'entrée de la trachée, l'air est pauvre en CO2. Alors on nous écrit qu'il y a 0,04%, donc 0,03, 0,04%. Ça veut dire que dans l'air, il y a très peu de CO2. Et à la sortie de cette trachée, on voit que l'air est plus riche en CO2. Il y a 4,5%. Donc dans l'air, il y a bien 4,5% de CO2. À l'entrée, c'était 0,04%. Donc on voit bien que là, au niveau de la trachée, l'air expiré est riche en CO2, et ce CO2, qui est un produit de l'activité des organes humains, par exemple, mais ce CO2 se retrouve rejeté à l'extérieur par le système pulmonaire. Donc, un petit peu plus bas, on nous montre globalement le sang entrant dans les poumons. Donc ce sang entrant dans les poumons est riche en CO2, tandis que le sang sortant des poumons est pauvre en CO2. Donc on a vu tout à l'heure que le sang qui était expiré éliminait le CO2. Donc là on comprend bien que le sang qui va sortir des poumons, en fait, sera pauvre en CO2 simplement parce que ce CO2 a été éliminé. Alors si on le prouve par des valeurs, eh bien dans le sang entrant dans les poumons, il y a 53 ml de CO2 pour 100 ml d'air de sang à peu près. Et dans le sang sortant, il y a 49 ml de CO2 pour 100 ml de sang. Donc là, on voit bien que dans le sang sortant, il y a moins de CO2. Et tout à l'heure, on a dit que à l'expiration, l'air était plus riche en CO2 qu'à l'entrée dans la trachée, dans les poumons. Donc ça prouve bien qu'il y a eu un rejet de CO2 à partir du système, qui sort de la trachée, donc à partir dans le système pulmonaire. Donc voilà, c'était l'élimination du dioxyde de carbone par les poumons des différents mammifères. Alors l'homme évidemment, mais bon, il n'y a pas que l'homme. Alors, donc là c'était l'élimination du dioxyde de carbone par deux types de systèmes respiratoires. On a vu les différentes trachées avec les stigmates chez les criquets, donc chez les insectes en fait, et chez les hommes par exemple, ou chez les mammifères en général, on a vu que le CO2 était rejeté par le système pulmonaire. Ensuite, on va s'intéresser à l'élimination d'une substance qui va se retrouver dans l'urine. Cette substance, qui donne la couleur jaunâtre à l'urine, s'appelle l'urée. Donc on va essayer de comprendre l'élimination de l'urée par le système urinaire. Alors, le système urinaire, c'est quoi? C'est d'abord un rein relié
à des uretères, donc 2 uretères, un uretère par rein, et ces uretères sont en relation avec la vessie. Alors, ce sont des espèces de petits tuyaux que l'on appelle uretères, donc 2 uretères, un par rein, et ces uretères sont en relation avec la vessie. La vessie elle-même est en relation avec un autre petit tuyau que l'on appelle urètre, et cet urètre se termine par un orifice, donc un trou, que l'on appelle l'orifice urinaire. Autrement dit, nous allons essayer de comprendre comment l'urine se forme puis est éliminée à l'extérieur. Alors, on sait que ce sera grâce au système urinaire. C'est-à-dire, système urinaire, ça fait penser à rein. Urinaire, rine, rein. Alors, si on regarde le sang qui entre dans les reins, le sang entrant est riche en urée. Il y a 0,3 g d'urée par litre de sang. Donc ce système, donc ce sang, alors attention, c'est bien du sang qui rentre dans le système urinaire. Ce sang est riche en urée et ce sang va passer dans les reins, en fait, et va subir, alors par un mécanisme assez compliqué, donc ce sang va subir une filtration et le rein ainsi est un organe qui filtre le sang. Comme dans le sang, il y a de l'urée, puisqu'on a dit que le sang entrant était riche en urée et que l'urée c'est un produit qui est toxique, donc c'est un produit qui est dans le sang parce que c'est dû à l'activité des organes du corps. Bon, nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, mais en tout cas il y a de l'urée dans le sang et il ne faut pas garder l'urée, c'est toxique. Sur le long terme et en quantité importante, c'est toxique. Donc il faut que cette urée soit éliminée. Comme elle est dans le sang et que les reins filtrent le sang, ça tombe bien, le rein va éliminer l'urée. Et l'urée va faire quoi? Eh bien, elle va sortir des reins pour se diriger dans une espèce de petit tuyau que l'on appelle uretère. Et comme cet uretère est en communication avec la vessie, eh bien l'urée se retrouve dans la vessie. Et lorsque l'on va aux toilettes, eh bien on élimine l'urine, et dans cette urine, il y a l'urée, et l'urée qui a une couleur jaunâtre, en fait, et une odeur caractéristique, se trouve ainsi éliminée de l'organisme. Alors la filtration se fait toute la journée en fait. Alors ensuite, en fait c'est tout. Donc on a vu que dans le sang entrant, il y a de l'urée, et dans le sang sortant, en fait, le sang qui sort des reins, en fait, il n'y a pas d'urée. 0% d'urée. Voilà. Et dans l'urine qui est produite grâce aux reins, en fait, elle est très riche en urée. Il peut y avoir jusqu'à 25 grammes d'urée par litre d'urine. Alors 25 grammes par litre. Voilà. Donc on a vu que dans le sang entrant dans le rein, il y a 0,3 grammes par litre. Et là, dans l'urine, on dit il y a 25 grammes par litre. Donc 25 grammes d'urée par litre. Donc ça signifie que la filtration est permanente et que le rein filtre le sang toute la journée et qu'à un moment donné, la concentration, la quantité d'urine est tellement importante que ça donne envie d'aller aux toilettes et donc l'urine est éliminée à l'extérieur. En fait, les reins produisent entre 0,5 et 2 litres d'urine par jour. Donc l'urine, elle est stockée dans la vessie et la capacité de la vessie, c'est aux environs de 500 millilitres. Alors on va dire entre 300 et 600 millilitres à peu près. Donc voilà. Lorsque la vessie est trop pleine, en fait, il y a un système spécial un petit déclencheur d'envie de faire pipi, en fait, et l'urine, on l'élimine à l'extérieur. Alors, combien de fois est-ce qu'on va uriner par jour? Ça dépend si on est un enfant, un adulte, ou une vieille personne, enfin une personne âgée. 4, 5, 6 fois, ça dépend. Alors ensuite, on nous présente
un moulage en résine qui représente la circulation sanguine et urinaire au niveau d'un rein humain. Et on nous dit que la surface de contact entre le sang et l'urine est de 1 m² au total. Donc la surface de contact entre le sang et l'urine est de 1 m². Donc c'est énorme évidemment. Donc ça sous-entend que dans les reins, il y a un riche réseau sanguin. Et ce riche réseau sanguin s'explique par le fait que au niveau des reins, en fait, il faut que ce sang soit filtré. Alors comment il est filtré? Bon, c'est compliqué, c'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui, ni même en cycle 4 d'ailleurs. Donc on nous présente un moulage en résine qui montre en fait qu'il y a dans les reins un réseau sanguin très important. Donc il y a beaucoup de capillaires sanguins qui sont amenés par des vaisseaux sanguins qui sont un petit peu plus gros et qui forment une espèce de grand réseau en fait. Donc voilà pour dans le cas du système urinaire humain. Alors chez les oiseaux, on a un appareil urinaire également, mais l'appareil urinaire ne comporte pas de vessie et les déchets sont filtrés par les reins tout de même et ils débouchent dans la même cavité que les excréments, c'est le cloaque. Donc les oiseaux n'ont pas d'urine en fait, mais il y a un mélange entre ce qu'on appelle les fesses, c'est-à-dire les crottes, et puis le liquide qui forme un mélange dans le cloaque. Donc voilà. Donc on peut présenter un résumé très simple de la réponse aux questions. Alors il fallait d'abord proposer une hypothèse sur le gaz rejeté dans le milieu extérieur. Alors donc j'ai oublié de faire l'hypothèse, mais l'hypothèse c'est que le gaz rejeté dans le milieu extérieur par l'animal serait le dioxyde de carbone. Bon, on sait bien que c'est le dioxyde de carbone. Maintenant, il fallait comparer les résultats expérimentaux pour indiquer si l'hypothèse est validée ou non. Alors, l'eau de chaux, on a dit qu'elle se trouble en présence de criquets. Donc, comme dans l'expérience témoin, elle reste limpide et il n'y a pas de criquets. Et comme l'eau de chaux est un révélateur du CO2, et comme cette eau de chaux a été troublée, alors on valide l'hypothèse. Ça veut dire que le gaz rejeté dans le milieu extérieur par l'animal, par le criquet par exemple, est bien le dioxyde de carbone. Ensuite, il fallait présenter la façon dont s'effectue l'élimination du CO2 par les systèmes respiratoires présentés, donc par les mammifères par exemple et par certains insectes comme les criquets. Alors, le dioxyde de carbone qui est produit par les organes va se trouver rejeté au niveau de petits tuyaux que l'on appelle des trachéoles des insectes, qui se jettent elles-mêmes dans des espèces de tuyaux plus gros que l'on appelle des trachées, puis ce CO2 est éliminé vers l'extérieur au niveau de petits trous que l'on appelle les stigmates et qui se trouvent tout au long de l'abdomen des insectes. Chez les mammifères, par contre, c'est un peu différent, mais le principe reste le même, c'est celui de l'élimination du CO2. Donc il y a des poumons, en fait, et le système pulmonaire permet à l'expiration de rejeter le dioxyde de carbone. Donc chez les mammifères, le dioxyde de carbone contenu dans le sang passe au niveau des poumons, donc il faut traverser la paroi des petits capillaires sanguins, puis traverser la paroi des alvéoles pulmonaires, et puis lorsque la personne souffle, eh bien, le CO2 se retrouve à l'extérieur. Voilà, donc c'est à l'expiration que le CO2 sort à l'extérieur. Ensuite, il fallait présenter la façon dont s'effectue l'élimination de l'urée chez l'être humain et chez les oiseaux. Alors chez l'être humain, on a dit que le sang est filtré au niveau des reins. Donc les reins forment les capillaires sanguins forment un réseau très important au niveau des reins. Et le sang se trouve filtré, puis l'urée, qui est un déchet qui provient de la filtration du sang, se retrouve dans l'urine. L'urine est éliminée vers l'extérieur quand l'individu a envie d'uriner. Chez les oiseaux, par contre, les déchets sont filtrés par les reins et sont éliminés en même temps que les excréments au niveau du cloaque. Donc il n'y a pas de vessie chez les oiseaux. Donc au niveau des connaissances, on a parlé de la nutrition et de l'organisation fonctionnelle à l'échelle de l'organisme, à l'échelle des organes et des tissus un petit peu moins, mais
on sous-entend que on pourra comprendre ce qui se passe au niveau des cellules lors d'un prochain cours. Donc le cours est terminé. Merci.